Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir fait le déplacement de nous rejoindre une nouvelle fois pour cette nouvelle session du Café du e-commerce. Je suis ravi d'être de nouveau dans cette salle et je remercie Aura Technologies qui nous prête ces magnifiques locaux. En l'occurrence, je ne sais pas si Yann Carvaret et Raoult Tichet sont toujours là. On les a aperçus tout à l'heure. En tout cas, voilà, qu'ils soient remerciés. Je suis Pascal Potvin, je suis le président du Café du e-commerce, dont la vocation est d'échanger sur les thèmes du e-commerce avec les meilleurs experts. Et nous allons aujourd'hui être ensemble jusqu'à 11h30 pour aborder un thème qui est un thème capital, je dirais, dans le paysage du e-commerce, c'est le thème des stratégies cross-canal. Alors, je crois que l'importance d'une stratégie cross-canal n'est plus à démontrer aujourd'hui. C'est évidemment, ça fait partie des terminologies qui sont aujourd'hui sur toutes les lèvres, et le client est de fait connecté partout et en tout moment. Et à l'heure où de plus en plus d'internautes utilisent plusieurs terminaux dans leurs actes d'achat, eh bien l'enjeu est maintenant de les suivre dans leur parcours et surtout de leur proposer une expérience qui soit une expérience unifiée, sans faille, sans couture, entre les différents canaux commerciaux, mais également les différents canaux marketing, et on verra l'importance que tout cela revêt. Alors, nous évoquerons avec nos experts les meilleures pratiques, les points à anticiper pour aborder avec succès la mise en œuvre d'une stratégie cross-canal, notamment comment effectivement suivre le client dans son parcours depuis les stratégies marketing jusqu'à l'acte de vente, quels outils donner aux équipes métiers, comment faire pour qu'elles puissent piloter le merchandising à travers tous les cas, le merchandising et la personnalisation cross-canal dans l'acte de vente des e-marchands, comment est-ce qu'on peut tirer profit des différents terminaux mobiles et tactiles notamment, quelle stratégie adopter avec sa force de vente. On parlera également de la façon dont on identifie le client, quel que soit le canal ou le terminal qu'il emprunte, pour lui proposer une offre personnalisée. Et enfin, comment est-ce qu'on intègre et on orchestre les différentes solutions nécessaires pour mettre en œuvre de façon réussie une stratégie cross-canal. Alors, pour parler de ces thèmes qui sont extrêmement importants, nous avons une nouvelle fois réuni les meilleurs experts du marché et j'aimerais que vous joigniez à moi pour accueillir Thibault Lemay. Thibault, bonjour. Alors, Thibault, vous êtes le fondateur de la société Mazeberry. Oui. Voilà, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous avons également le plaisir d'accueillir Jean-François Gomez. Jean-François, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes, alors Jean-François, vous avez un titre qui est compliqué. Alors je me lance, vous êtes Senior Innovation et Business Development Manager Digital Commerce et Marketing. Là, il y a plusieurs cartes en fait. Voilà, de la société Microsoft. Alors Microsoft, on connaît, c'est plus facile à dire. Donc Senior Innovation et Business Development Manager Digital Commerce et Marketing. Merci d'être là une nouvelle fois avec nous, Jean-François. Et puis nous accueillons également de la société Compario Pascal Morvan. Bonjour. Bonjour Pascal, vous êtes le directeur solution de la société Compario. Alors sans plus tarder, je vous propose de passer à la présentation des sociétés de nos intervenants. Thibault, on commence par Mazeberry. En quelques mots, Mazeberry, qu'est-ce que c'est ? Mazeberry, c'est une société basée à Lille, ici à Aura Technologies. On est éditeur d'une solution qui s'appelle Mazeberry Express à destination des sites e-commerce, qui a pour capacité à analyser le scénario complet de l'internaute avant un acte d'achat. Donc c'est une solution qui apporte une valeur ajoutée pour les e-commerçants et qui a la particularité de générer 3 tableaux de bord, l'un à destination de la direction générale, ensuite de la direction marketing et après du traffic manager. On travaille avec de nombreux e-commerçants, les derniers sont les sociétés Becquet, ChronoDrive, etc. Très bien, oui, effectivement, Becquet, 1, 2, 3 Fleurs, Affibel, le groupe Planet Cards, Via Press, tout ça sont des références prestigieuses. Jean-François, vous voulez nous présenter cette start-up Microsoft, c'est ça ? Une petite start-up, oui, qui fait un logiciel de traitement de texte. Non, plus globalement, en fait, on est d'abord un industriel du logiciel. C'est-à-dire que le cœur business de Microsoft, c'est de générer du revenu sur la vente de logiciels. Alors aujourd'hui, ces logiciels, en fait, on va les trouver sous forme de device. Donc on va parler beaucoup plus de device aujourd'hui que de PC ou de tablettes, etc. Parce que comme on le verra dans la présentation, globalement, les PC et les tablettes, ça, sont morts.
le futur, c'est les devices, ce sont des objets avec des écrans et une intelligence. Donc il y a toute cette partie-là, cette composante-là. Ensuite, il y a une composante en fait qui est des services, puisque ces devices en fait vont consommer des services. Donc des services qui peuvent être installés dans un cloud public, qui peuvent être installés dans un cloud privé, qui peuvent être installés chez vous. Et donc le rôle de Microsoft est de développer également les logiciels en fait qui vont être capables de délivrer ces services. Très bien, merci beaucoup Jean-François. Compario, est-ce qu'il est besoin de présenter Compario, Pascal Morvan? Oui, tout à fait. Compario est éditeur d'une suite logicielle qui va permettre de piloter et d'animer l'ensemble des canaux digitaux. Les grandes fonctions couvertes par le logiciel, on va l'aborder ce matin, hein, c'est la personnalisation et la recommandation de l'offre et de l'animation commerciale que l'on souhaite faire sur l'ensemble de ces canaux. C'est une solution qui va permettre aussi de piloter tout ce qui est navigation recherche et derrière de gérer ce qu'on appelle plus largement le merchandising produit. On a aujourd'hui un peu plus d'une centaine de sites web déployés dans un peu plus de 15 pays aujourd'hui, dont on peut citer un certain nombre de gens comme Decathlon, But, Conforama, Yves Rocher, Damar ou Casino. Très bien, donc effectivement un certain nombre de d'e-marchands qui sont bien ancrés dans le paysage lillois ou en tout cas du Nord-Pas-de-Calais. Alors Jean-François, vous avez été un petit peu provocateur avec la mort des PC et des smartphones, on vous reconnaît bien là, mais justement je vous propose de commencer par vous, en essayant de brosser un tableau des principales forces qui façonnent le paysage de l'e-commerce aujourd'hui. Oui, parce que au-delà en fait de tous les buzzwords qui sont importants, hein, cross-canal, tablette, CRM, j'en passe et des meilleurs, mobile. Je pense qu'il est toujours très important d'avoir un petit peu de recul pour pouvoir justement être efficace dans ses investissements en termes monétaires et puis de temps. Globalement, aujourd'hui, on assiste à une inflexion très très forte de la société. Tout le XXe siècle a été la société du push, la société industrielle. On faisait des produits et puis globalement, on essayait de convaincre la masse que les produits étaient adaptés à l'utilisateur. On assiste, avec la montée notamment du digital, à un inversement de la chaîne de valeur, puisque de plus en plus le client ou la cible, dans les modèles B2B, reprend la main. Donc on va parler de société pool, c'est-à-dire que c'est le client qui intègre la chaîne de valeur et qui va lui-même en fait piloter et demander ce qu'il attend aux marques. Donc ça c'est quelque chose qui est très très important parce que dans une relation entre un fabricant ou un distributeur, eh ben ce changement, c'est vraiment un changement de fond, on reviendra dessus tout à l'heure, c'est un impact très très fort sur l'organisation. L'autre point qui est important, on y reviendra également tout au cours de cette présentation, c'est que si au XXe siècle, globalement, la personne était anonyme et on essayait de deviner qui elle était et on essayait de la recibler, etc., et on la mettait dans un segment, et on la traitait comme un élément de segment. Dans le physique, hein, on rentrait dans un magasin, on n'était plus reconnu, c'est aussi simple que ça, la société industrielle. Progressivement, en fait, l'utilisateur prend conscience en fait, des traces digitales et de la valeur des données qu'il porte en lui, de par ces traces digitales. Et donc, on assiste aujourd'hui très fortement à cette prise de conscience. Et l'utilisateur, il va exiger un anonymat. Et on le voit aujourd'hui, la pression au niveau des commissions européennes, etc. On le voit en Angleterre, en Hollande, au niveau de la gestion des cookies. Mais d'autre part, il y a certaines marques où il va vouloir être reconnu. Or aujourd'hui, même s'il vient tous les jours sur un site web, si un jour il a oublié son login password ou si il a changé de PC, il est plus reconnu. Et avant de retrouver son login password, parce qu'il l'avait laissé dans un cookies quelque part. Or, cette personne voudrait systématiquement, quand elle rentre dans le magasin, digital ou physique, être reconnue parce qu'elle aime cette marque. Il voudrait de la reconnaissance et être traité de manière personnelle. Donc on est en train de passer dans une société où la personne était négligée quelque part, où en tous les cas était devinée. Elle subissait la marque à un modèle en fait, où elle va pouvoir dire non, toi, je veux pas que tu me reconnaisses. Toi, j'espère que tu vas m'accueillir et me traiter personnellement à chaque fois. Et donc, plus que jamais, on s'aperçoit que ce consommateur, il est prêt à investir dans les marques qu'il aime, passer du temps, donner des commentaires pour pouvoir être reconnu. Donc, globalement, il veut progressivement reprendre la main sur la relation qu'il a avec les marques. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que le client au centre de la relation, c'est pas simplement des mots, ça se traduit par les actes, et ça se traduit également par la façon dont les nouvelles technologies façonnent ce nouveau paradigme. Alors justement, Pascal, je me tourne vers vous. Comment est-ce que cette prise de contrôle du client sur la marque se traduit dans son comportement ? Au niveau de son comportement, il y a deux études qui sont sorties, hein, celle du baromètre Digitas et une autre de la FEVAD. Je dirais,
au-delà de nos métiers, hein, on est aujourd'hui tous des vendeurs, on est aussi tous des consommateurs. Et c'est vrai que si on regarde, on a tous l'habitude, dans cette étude on le voit bien, hein, que 54% des consommateurs français utilisent 2 terminaux dans leurs actes d'achat. Je vais dans un magasin, je regarde sur Internet, sur mobile, etc. Que 92% se renseignent sur Internet avant d'acheter en magasin. Donc ça c'est important, d'aller rechercher de l'information avant de se déplacer dans un point de vente. 70% se rendent dans un magasin pour voir un certain nombre de produits avant de les acheter sur Internet. Donc on voit bien cette relation entre le canal digital et le canal physique. 59% ont déjà commandé sur Internet et retiré leurs achats en magasin. Voilà, 78% estiment qu'Internet a changé leur façon de faire leurs achats en magasin. Deuxième grande étude, c'est 40% surfent sur leur smartphone lorsqu'ils sont dans un magasin. Moi j'ai l'habitude d'aller chercher de l'info sur des produits directement sur mon smartphone. Et des choses un peu plus nouvelles, alors 14% consultent des bornes interactives. C'est vrai qu'on n'en voit pas encore beaucoup, des bornes interactives dans les magasins, mais on voit bien à travers ces 2 études que le client, lui, est réellement interconnecté. Il y a tous ces mots, cross-canal, omnicanal, multicanal, etc. C'est une réalité, en tout cas chez le consommateur. Alors ça aussi, c'est intéressant parce que ça donne lieu parfois à certaines dérives. On a tous entendu parler du showrooming, où finalement cette façon d'être connecté relègue parfois certains magasins au simple statut de showroom, c'est-à-dire que tous les achats sont faits en réalité sur le net, le magasin étant là simplement pour toucher le produit et servir en quelque sorte de showroom. Alors Thibaut, vous livrez une analyse qui est plus fine, qui est plus granulaire, et pour faire ça, vous travaillez sur les canaux marketing, vous appelez ça des leviers. Oui. Vous travaillez aussi sur les canaux de vente digitaux, le web, la mobilité, les bornes en magasin, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette analyse que vous réalisez? Oui, effectivement. Donc, l'analyse multitouch va permettre aux e-commerçants d'optimiser leurs investissements et marketing. Donc, l'analyse multitouch, c'est l'analyse du scénario complet de l'internaute avant un acte d'achat. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a dans 50% des cas, les conversions sont issues de plusieurs visites. Donc l'internaute va faire une première visite sur le site via un levier. Par exemple, pour acheter un appareil photo, il va aller sur Google, il va taper appareil photo numérique et il va visiter le site, et quelques jours plus tard, il va retourner sur le site, non pas en tapant ce mot-clé, mais en tapant un autre mot-clé, en tapant la marque par exemple. Et donc cela génère donc des chemins de conversion différents. Donc j'en ai présenté 2. Par exemple, il y a le parcours numéro 1 où l'internaute va faire une première visite sur le site via un lien sponsorisé, puis une deuxième et une troisième visite via des comparateurs, par exemple, et après quelques jours, il va faire une troisième visite via l'affiliation. Sur une analyse qui n'est pas multitouch, une analyse au dernier clic, on va se concentrer uniquement sur la dernière visite. Donc en l'occurrence, on va avoir dans notre panel uniquement l'affiliation. Donc l'analyse multitouch va permettre donc de répartir les performances sur l'ensemble de ces sources et d'en dégager des optimisations sur la stratégie e-marketing. Donc si on regarde quels sont les bénéfices de cette analyse? Alors en l'occurrence, on présente aujourd'hui donc une étude qui a été réalisée par eConsultancy et Google Analytics, qui présente les bénéfices d'une démarche d'attribution des performances. Le premier bénéfice qui est présenté à la fois par des e-commerçants et des agences e-marketing, c'est une meilleure allocation des budgets e-marketing, une meilleure compréhension des rôles entre chaque levier, quels sont les leviers qui permettent de faire découvrir le site ou le produit, quels sont les leviers qui sont plutôt sur la phase d'influence, de séduction, et quels sont les leviers qui sont juste avant l'achat, les leviers de finalisation. Également, une démarche de multitouch analytics apporte des nouveaux indicateurs sur le comportement des internautes, une clarté dans les performances des budgets marketing, où on va être capable de calculer un coût par action très précis ou un taux de publicité. Et pour terminer, le dernier point qui a été mis en avant, c'était des analyses plus approfondies des interactions entre les leviers. À l'instant,
Pascal Morvan présentait le fait qu'un internaute puisse exposer à plusieurs supports, une tablette, un ordinateur, etc. Eh bien, cette démarche, en l'occurrence, va permettre de comprendre ces interactions au sein des leviers marketing. Alors, effectivement, une analyse plus approfondie des interactions entre les leviers, mais si on regarde, Pascal, entre les leviers marketing et les canaux de vente, si on essaye d'avoir une idée de l'importance que revêt l'interconnexion des canaux pour les e-marchands. Aujourd'hui, l'interconnexion est la priorité numéro 1 des e-marchands ou des retailers. Il y a une étude qui a été publiée par eMarketer qui le montre, 39% des retailers souhaitent donner une réelle expérience d'achat cross-canal à leurs clients. Un deuxième point qui ressort de cette étude et que j'aime bien, moi, c'est développer l'usage de la segmentation client. Alors pourquoi je vais aborder ce thème-là? C'est vrai qu'aujourd'hui, on dépense beaucoup d'argent souvent à segmenter ses bases clients, leur donner des scores, calculer des appétences, etc. Et puis, c'est de la donnée qui est aujourd'hui principalement utilisée pour faire du marketing sortant. On se dit, tiens, tel type de client, voilà le type de message que je vais lui envoyer. Alors que cette donnée, on la possède, et pourquoi on ne l'utilise pas sur les canaux digitaux pour personnaliser cette expérience client sur l'ensemble de ces canaux. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qui ressort et qui me semble être intéressant, développer l'usage de la donnée et du CRM. Et puis le troisième point qui est développer l'usage de l'analytique pour personnaliser cette relation client. Oui, puisqu'on navigue sur des sites web, on arrive à collecter des informations lors de cette navigation. Pourquoi ne pas utiliser aussi l'ensemble de ces données collectées pour personnaliser l'expérience client? Donc voilà, ça c'est pour moi les choses importantes aujourd'hui, c'est les 3 grandes priorités qu'on retrouve en tout cas chez beaucoup de retailers. Et on voit que cette étude, d'ailleurs, la date qui est portée sur le titre est de juillet 2012, mais on s'aperçoit que dans la source, les données ont été collectées à la mi-septembre. Donc ce sont des données qui sont extrêmement récentes. Pour ancrer davantage ces informations dans la réalité, je crois que vous avez 2 exemples à nous proposer. Tout à fait. Deux projets clients Compario. Le premier chez Casino. J'aime bien le titre de ce projet, c'est Anytime, Anywhere, Any Device. Donc ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est arriver à faire en sorte que ce client soit réellement connecté ou interconnecté sur l'ensemble des canaux. Et l'idée de tout ça, c'est de pouvoir à la fois traquer l'ensemble des interactions clients, quel que soit le canal. Oui, j'utilise mon smartphone, j'utilise le web, j'utilise des tablettes tactiles, etc. C'est collecter cette information. Et le deuxième point, qui revient à ce que je disais tout à l'heure sur la notion de données sur le CRM, c'est que cette connaissance client doit permettre de personnaliser la relation, la recommandation, les actions de cross-sell, de suggestion de produits. Alors un exemple qui est assez intéressant, c'est l'exemple d'un parcours client chez Casino, c'est de pouvoir dire, tiens, je démarre ma liste de courses en scannant des barcodes depuis mon appli mobile. Donc Pascal disait tout à l'heure, je viens de finir mon jus d'orange préféré du matin, je suis capable de le scanner sur mon smartphone en disant, tiens, j'en ai plus, il faut que je pense à en acheter, et de pouvoir récupérer cette information directement sur le site web quand je me reconnecte, et compléter ma liste de courses sur le web pour enfin aller en magasin et récupérer l'intégralité de ma commande. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on va appeler un parcours client multicanal, sans faille, complètement cohérent. Deuxième exemple, on en a beaucoup parlé, Carrefour a lancé ça il y a quelques semaines à la gare dans une gare à Lyon. C'est le fameux Cube. Deleuze, qui est un groupe belge, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est Casino, qui a lancé aussi cette expérience il y a déjà quelques mois, donc de pouvoir proposer à ses clients à travers ce Cube que les gens puissent venir scanner l'intégralité des produits qu'ils pourraient acheter. Je sors du travail, je fais ma liste de courses, je peux voir l'assortiment des produits dans les magasins en choisissant le magasin dans lequel j'ai envie de retirer mes achats. Et donc tout ça piloté à travers une solution unique
je scanne, je reviens sur le site web, je termine ma commande dans le magasin. Une chose intéressante aussi qui apparaît pas sur ce slide, quand Deleuze a remotorisé son site à travers Compario, il donnait aussi un deuxième élément que j'aime bien souligner, c'est le temps pour faire ses courses sur leur nouveau site web. Ils ont réduit de 40% le temps moyen de création de son panier. C'est vrai, quand on fait ses courses alimentaires, un autre grand du commerce m'avait dit, voilà, un client en moyenne met 37 minutes pour faire son panier de courses sur l'alimentaire. Il dit, si on n'arrive pas à réduire ce délai, d'accord, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si le temps est trop long, le client va retourner en magasin. Donc, va pas utiliser forcément les canaux digitaux. Donc, il faut mettre en place toutes ces mécaniques qu'on va évoquer par la suite, de remonter le plus rapidement possible les bons produits vers le client, ce qui va lui permettre de réduire le temps de panier. Alors c'est vrai que ce projet Deleuze est un magnifique projet qui a été réalisé donc en collaboration entre Compario et Itellios. J'ai vu qu'il y avait Jean d'Itellios dans la salle, donc un petit clin d'œil. Jean-François, je me tourne vers vous. On aperçoit là dans ces deux exemples qui ont été présentés par Pascal Morvan, on aperçoit quand même un nombre de changements assez fondamentaux. Est-ce qu'on peut parler de votre vision de cette nouvelle ère qui s'ouvre ? Donc, comme je l'indiquais précédemment, on quitte progressivement l'ère industrielle où quelque part la norme les normes et les standards ont permis le transport, et le transport était la société du XXe siècle, de pouvoir facilement avoir des conteneurs, avoir des articles qu'on puisse référencer de par les standards. Aujourd'hui, on rentre sur une société qui est bâtie sur le logiciel. C'est-à-dire que vous utilisez votre voiture, votre machine à laver, votre téléphone, etc. Vous utilisez du logiciel en permanence. Et donc, progressivement, nous n'allons plus dans Internet. On est juste dans Internet. Et donc, ce qui fait que quand un client il est en surface de vente, il est d'abord dans Internet avant d'être dans le magasin. C'est pas encore complètement vrai, mais progressivement, ça va le devenir. Donc, aujourd'hui, grâce au digital, grâce à l'Internet, potentiellement, tout le monde peut parler avec tout le monde. Il y a un fameux bouquin de Friedman qui disait « Le monde est plat ». Oui, le monde est plat, sauf que aujourd'hui, il est extrêmement fragmenté et il est de plus en plus fragmenté. Fragmenté par les devices. Si vous êtes Android, vous n'êtes pas Windows Phone, vous n'êtes pas iPhone. Si vous êtes PC, vous n'êtes pas forcément Mac, etc., etc. Fragmenté également par les usages. Il y a des collèges qui sont BlackBerry, il y a des collèges qui sont iPhone. Il y en a qui préfèrent avoir des grands écrans, d'autres plutôt des smartphones. Certains des objets qui ressemblent, qui ont un clavier, type PC, et certains qui préfèrent des objets qui n'ont pas de clavier, des tablettes, etc., etc. Donc en fait, on est dans un monde où potentiellement, grâce au digital, tout le monde va pouvoir se connecter avec tout le monde, sauf qu'aujourd'hui, il est extrêmement fragmenté, et essayer de joindre tout le monde ou de fournir une interface adaptée à chacun est juste un exercice vain. Et on peut essayer, effectivement, de faire des applications pour certains segments. C'est coûteux. Le ROI n'est pas toujours là. Alors ça fait toujours bien d'avoir le logo en disant voilà, je supporte tel device. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on n'y est pas. Donc progressivement, il va falloir, on va voir tout à l'heure, un certain nombre de technologies qui font que, en ne développant qu'une seule fois, on va atteindre un nombre de segments, de sphères digitales de plus en plus importantes. Donc ça, c'est un chemin. Parce qu'on a vu un certain nombre, comme le cube, Deleuze, etc., il fallait avoir un certain type de device pour l'utiliser. Demain, ça sera peut-être des lunettes. À l'opposé, eh bien, peut-être demander en fait, à l'utilisateur de sortir de sa sphère digitale pour venir à votre rencontre. Donc on va peut-être également demander, plutôt que de faire comme on l'a toujours appris dans la société industrielle, je pousse vers le client, et si le client me disait comment il souhaite que je l'atteigne, par quel device, si c'est lui qui composait quelque part l'interface ou l'objet avec lequel il souhaite converser avec la marque. Donc ça, c'est probablement en fait un chemin également très important. Ce qui veut dire, encore une fois, on va beaucoup sur ce que je disais précédemment, c'est que c'est le client qui reprend la main, qui veut, dès qu'il interagit avec la marque, pouvoir être reconnu, et à ce moment-là, qu'on lui propose en fait l'application, l'expérience qui lui correspond. Ce qui est intéressant aussi, c'est la dernière phrase, c'est-à-dire nous n'en sommes qu'au début,
Effectivement, je pense que beaucoup d'avis convergent pour dire que dans cette ère digitale qui s'ouvre, il y a beaucoup plus de changements à venir que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Alors justement, Pascal, dans ce nouveau paradigme, quels sont, à votre avis, quel est selon Compario l'ensemble des best practices qui permettent de conduire au succès? Alors bon, là j'en ai recensé trois, hein, les trois principales qui, quand on dit unifier l'expérience sur l'ensemble de ces canaux, la première chose que je veux évoquer, c'est ce que je dis souvent, c'est proposer une navigation unifiée. C'est une arborescence de navigation, ce sont des facettes de recherche de produits, c'est l'affichage de produits. On a trop tendance à avoir des choses totalement différentes entre le web et une application par exemple mobile, alors que si je commence un acte d'achat sur le web, si je veux le terminer sur le mobile ou inversement, il faut que j'arrive à me retrouver assez simplement dans tout ça. Donc ça veut bien dire qu'il faut déjà avoir une solution qui va permettre de piloter l'ensemble de ces canaux dans la navigation. Le deuxième grand point, on l'évoque depuis ce matin, ou je l'évoquerai encore plus tout à l'heure, c'est la personnalisation de cette expérience client. Ce que je disais, oui, je suis moi retailer, je fais du multimarque, je connais les marques préférées de mon client, je connais son style, je ne sais pas si je vends de l'habillement, je connais son style vestimentaire, ou je vends de la high-tech, je sais quelles sont ses marques, ses produits préférés, je dois être capable de lui personnaliser la mise en avant de ses produits, recommander des produits en fonction d'un historique d'achat, en fonction de ce qu'il a pu voir et faire sur ses canaux digitaux, et lui proposer du contenu pertinent. Donc arriver à personnaliser cette expérience client. Et puis, dans cette expérience client multicanaux, il y a un point important qui est d'assurer ce que je vais appeler la cohérence cross-canal. Il ne faut pas oublier ce qu'on appelle la cohérence de cette communication, et de dire aussi il ne faut pas se limiter qu'aux canaux digitaux. Pourquoi? Parce que on a tous fait cette expérience. Aujourd'hui, les directions marketing vous envoient régulièrement des communications. Donc on parle souvent des canaux digitaux, mais moi je parle plutôt de points de contact, et l'email est un point de contact client. Et si on prend cet email, le marketing a bien travaillé, il a sélectionné un certain nombre de produits en me disant tiens Pascal, je sais, je le connais, j'ai la segmentation client, j'ai son profil, j'ai son score, je sais quel type de produit il aime, on me sélectionne un certain nombre de produits qu'on me pousse par email. Super, je reçois cet email, dans cet email j'ai 6 beaux produits, et je me dis ils ont bien travaillé, ils ont choisi des produits pertinents. Comment je réagis? Et on fait tous la même chose. Je clique sur le premier produit, et puis j'arrive sur le site web. Mais vous m'avez sélectionné 5 ou 6. Et comment je fais pour retrouver les 5 ou 6 autres? Je ne reviens pas sur l'email pour cliquer le deuxième produit et le retrouver. Donc il faut arriver à faire en sorte que ces produits, j'arrive à les retrouver de façon cohérente dans un email, sur un canal digital. Et ce sera ce qu'on dira tout à l'heure, y compris, on l'oublie souvent quand je parle de CRM, c'est les gens qui ont des call centers. Il y a encore beaucoup d'actes d'achat qui se font à travers des call centers. On était récemment avec un de nos clients, Toupargel, qui fait énormément de ventes sur le call center. Il faut assurer cette cohérence, quel que soit le canal. Deuxième chose, quand je dis d'assurer cette cohérence, c'est d'arriver à retrouver ce que j'appelle mes produits vus, quel que soit le canal dans lequel j'ai commencé à les regarder. Si j'ai regardé un produit sur mon application mobile ou sur le web, je dois être capable d'un canal ou de l'autre de retrouver tous ces produits, mes wishlists, etc. d'un canal. Voilà, c'est ce qui va aujourd'hui amener cette expérience client un peu unique. Alors on va essayer d'être extrêmement factuel et concret lors de cette présentation. Je vous propose qu'on passe peut-être une petite Alors là, vidéo. Avant de lancer cette vidéo, c'est une petite vidéo qu'on a fait récemment avec Microsoft et donc sur la solution Dynamics. On a essayé de montrer, je dirais, un peu un exemple, un usage de ce qu'on est capable de faire à la fois sur une application, sur une tablette tactile, vendeur en magasin, ce qu'on peut retrouver dans Dynamics et ce qu'on va retrouver sur un site web. On avait fait cette maquette avec encore Itelios. Donc voilà, donc c'est juste une petite démo pour montrer un peu cette interconnexion de canaux, qu'est-ce qu'on peut imaginer. On connaît tous des sites web, voilà, j'arrive sur iTeachOS, on fait ce qu'on appelle des actions de merchandising, j'ai du contenu personnalisé, j'ai de la recommandation statistique, je navigue dans un univers, on met en avant des produits, voilà. Tout ça, c'est ce que propose Compario sur les canaux digitaux. Si on vient maintenant dans Dynamics, là j'ai fait un certain nombre de choses. Si j'interroge un compte client, je dois être capable de lui présenter, par exemple, quels étaient les derniers produits qu'elle a vus sur le web.
Voilà, donc pourquoi c'est intéressant? Parce que quand je vais appeler le call center, c'est peut-être dire, tiens, j'ai vu tel type de paire de chaussures, le vendeur le verra tout de suite. C'est de la recommandation statistique, c'est de la même façon pousser des actions de merchandising. Troisième exemple, bien à travers une tablette tactile en magasin ou une tablette vendeur, c'est pareil, c'est la même navigation, c'est les mêmes actions de merchandising, la même recommandation produit. Le client est reconnu, on va lui proposer, et le vendeur va être capable de lui proposer les bons produits avec les mêmes types de recommandations. Donc là, c'est l'exemple, je me connecte, je donne mon numéro de carte de feed, je récupère un nombre de points, etc. Et puis j'accède surtout à l'intégralité de ces données du CRM. Voilà, c'était juste une petite maquette pour montrer que l'interconnexion entre le CRM, des applications vendeurs en magasin et des applications de type web ou mobile peuvent être aujourd'hui réellement interconnectées. Donc on retrouve le client de bout en bout, ce qui pose, Jean-François, quand même une question. Vous avez parlé au tout début de votre intervention de l'anonymat, de la gestion de l'identité. Forcément, cette question, elle se pose là. Oui, effectivement, en fait, progressivement, comme je l'expliquais précédemment, l'utilisateur voudra être soit respectant son anonymat, soit être clairement reconnu. Alors, comment faire ça? Progressivement, dans Windows 8, donc on sera en mode je ne traque plus, je ne peux plus me faire. Enfin, le navigateur envoie l'information comme quoi je ne souhaite pas être traqué. Donc après, les sites web en font ce qu'ils veulent. Mais on a surtout en fait mis en œuvre un mécanisme dans Windows 8, Windows Phone, Xbox, qui s'appelle le Microsoft ID. Historiquement, ça s'appelait le Live ID. Donc tous ceux qui ont un compte Messenger, Hotmail, etc. ont cet identifiant. On pense que pour le développement du commerce digital et globalement pour le développement de la société digitale, on ne peut plus se permettre d'avoir à jongler avec N login password. On ne peut plus se permettre, dès qu'on arrive sur un device, qu'on installe une application, d'être obligé de rechercher partout son compte pour aller bénéficier de l'application. On veut être reconnu parfois et on ne doit pas gérer ses mots de passe. Donc en fait, on a mis à disposition. Alors, on a d'abord sécurisé énormément le Microsoft ID. Donc si vous l'avez installé récemment, vous avez sûrement reçu des mises à jour, puisque maintenant on identifie les postes sur lesquels tourne le Microsoft ID, etc. Mais ce Microsoft ID, en fait, il peut être utilisé par les marques. Ainsi, quand vous avez un compte sur une marque, la marque peut vous demander souhaitez-vous être reconnu par l'identifiant du device, donc le Microsoft ID. Et ainsi, il y a une association qui est faite entre le token, en fait, qui représente, enfin le token ou le certificat qui représente l'identifiant sur le device et l'identifiant dans le compte. Grâce à ça, dès que vous serez identifié sur la Xbox, sur Windows Phone, sur Windows 8, toujours si vous l'avez demandé, vous serez reconnu par l'application et donc par la marque. Donc vous changez de device, vous identifiez avec votre login de device, votre Microsoft ID, qui est commun à l'ensemble de ces devices, qui est d'ailleurs disponible sur Windows Phone, sur iPhone et Android, et vous êtes reconnu par la marque. Donc déjà, on a résolu une difficulté, c'est que les marques peuvent avoir une fédération d'identité avec un identifiant qui est déjà largement, je dirais, éprouvé et déployé. Mais à partir de ça, en fait, et surtout sur un modèle économique qui n'est pas sur un modèle où Microsoft gagne de l'argent, pour être un peu cru, avec l'information qui est, tiens, tel utilisateur s'est identifié pour être sur telle marque, ou réciproquement, comme on peut l'avoir sur des Facebook Connect ou autres. Là, Microsoft n'a aucune information sur quelle marque utilise quel jeton pour identifier ses clients, et réciproquement. Donc il n'y a pas de prise d'information. C'est très très important ce point-là aujourd'hui. Il faut être très très clair sur les modèles économiques. Mais en fait, c'est pas suffisant. Parce qu'en fait, l'utilisateur, ok, il est anonyme ou il est reconnu, quel que soit le device, mais en plus, ce qu'il va demander, il va demander à ce que la relation avec la marque ne soit plus gérée dans la marque, mais chez lui. Si j'ai la garantie que, en donnant plein d'informations à une marque, à tout moment, je peux retirer à la marque le droit d'utiliser ces informations, je vais probablement lui en dire plus. Sur la composition de ma famille, les allergies dans la famille, etc., par exemple pour l'alimentaire. Ou mes tailles de vêtements, etc., pour du textile. En revanche, les retailers, je pense que vous ne me contrôlerez pas, ont une vraie difficulté, c'est, ok, si je stocke ces données personnelles, bon, bah, il faut que je les déclare à la CNIL, etc., c'est compliqué. Donc aujourd'hui, en fait, quand on a un Microsoft ID, on a un espace de stockage qui s'appelle SkyDrive de 7 Go qui est associé. Les marques peuvent utiliser cet espace de stockage personnel pour
pour stocker la relation. Donc mon historique d'achat, la composition de ma famille, etc. est stocké chez moi. C'est moi qui les maîtrise. Sauf que c'est la marque qui vient écrire dans mon compte. Grâce à ça, en fait, on va développer une relation beaucoup plus forte entre les clients et les marques. Et on pourra vraiment faire du cross-canal. Et il y a un certain nombre d'applications qui arrivent, notamment sur Windows 8, Windows Phone, ces jours-ci, qui intègrent ce genre de fonctionnalité. Donc en gros, vous sauvegardez votre relation, non plus dans le compte du client, enfin dans la marque, mais directement dans le compte du client. Et donc vous pouvez aller beaucoup plus loin dans la relation et dans l'intimité. Et grâce à ça, vous pouvez avoir vraiment du cross-canal efficace, puisque le cross-canal, vous commencez le panier sur un device, vous le stockez dans votre propre cloud, vous allez sur un autre device, hop, vous récupérez le panier dans l'état dans lequel vous l'avez laissé, parce qu'il est stocké chez vous. La marque n'a plus besoin de le stocker. Donc là, c'est une vraie évolution dans l'évolution de la société digitale. Le client reprend la main sur ses données. Il va pouvoir modifier ces données qu'il confie à la marque, parce que c'est lui qui en a le contrôle. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir un cross-canal beaucoup plus efficace que ce qu'on en a aujourd'hui. C'est vrai que la fin de cette zone grise des cookies et de la façon dont ils sont gérés avec tous les problèmes de gestion de l'identité est quelque chose qui ressemble à ce qui est en train de se passer, en tout cas ce qui est en train de germer dans la tête des grands acteurs. Vous avez parlé de Microsoft, vous avez parlé de clarté du modèle économique. Thibaut, parlant de la clarté du modèle économique, celui de Google est-il aussi clair? Et est-ce qu'on voit arriver avec l'offre Universal Analytics? Est-ce que ça ne ressemble pas un petit peu à ce que vient de décrire Jean-François? Effectivement, Pascal, ça y ressemble. Universal Analytics est une solution nouvelle qui est proposée par Google, qui est beaucoup plus flexible que Google Analytics. En l'occurrence, elle permet donc de comprendre les interactions entre les différents appareils, c'est-à-dire les sites web, les applications mobiles, éventuellement les consoles de jeux et d'autres types d'équipements. Donc c'est la grande différence entre Universal Analytics et Google Analytics, qui lui est focalisé uniquement sur un seul navigateur. De plus, Universal Analytics permet donc de définir ses propres statistiques et ses propres critères. On a également la possibilité donc de définir, si on veut, une analyse segmentée sur l'âge, sur la notion de fidélité, sur le sexe, c'est tout à fait possible. On peut également synchroniser donc des données en ligne et des données hors ligne, hors connexion. Aujourd'hui, ce sont des questions de plus en plus courantes auprès des e-commerçants. Mesurer donc ces performances e-marketing, c'est très intéressant. On a souvent beaucoup de difficultés à comprendre autant sur certains comportements, sur les nouveaux clients. On arrive à mesurer ces performances, tandis que sur les clients les plus fidèles, c'est parfois plus compliqué. Et en l'occurrence, Universal Analytics apporte une réponse à cette problématique. On parlait tout à l'heure donc d'assurer la cohérence quel que soit le canal. Je fais une visite, je découvre le site via un levier web et j'appelle via le call center. En l'occurrence, la solution Universal Analytics permet d'apporter ce niveau de détail dans l'expérience utilisateur. Très bien, merci beaucoup Thibaut pour ces précisions. D'ailleurs, je pense qu'il y a une vraie question qui est posée assez souvent par un certain nombre de marchands, qui consiste à dire mais c'est quand même étonnant que autant de marques, autant d'enseignes confient toutes leurs données à Google, alors que la relation de concurrence avec Google est loin d'être aussi claire que certains voudraient bien le penser. Alors, Pascal, Compario n'a pas attendu cette gestion de l'identifiant unique pour apporter ce qui paraît être le plus important, c'est-à-dire une expérience client unifiée, sans couture, parce qu'on sait bien qu'une rupture à un stade de l'expérience client, quel qu'il soit, risque de perdre finalement le client. On perd son client à partir du moment où on n'est pas totalement intégré. Donc cette expérience sans couture, 3 thèmes, animer de façon identique ce client, quel que soit le canal. J'ai déjà un peu abordé ça tout à l'heure, mais j'en reviendrai aussi tout à l'heure sur la partie présentation. Le deuxième point important, mettre en place un catalogue produit unique
qui intègre bien sûr la complexité de modélisation de l'offre, la notion d'assortiment, de magasin, etc. Et pour moi aussi un prérequis indispensable. Pourquoi je dis ça? Parce que si je veux commencer un acte d'achat sur le web et le terminer en magasin, il faut que j'ai la certitude que le produit que j'ai regardé sur le web soit bien disponible dans le magasin. Parce qu'autrement, c'est le drame, comme on va dire à la fin, je ne vais pas retrouver le produit que j'avais envie d'acheter. Donc il faut absolument gérer l'intégralité de tout ça. Il y a un des clients Compario, je pourrais citer Truffaut, qui a fait quelque chose d'assez intéressant. Je vous conseille d'aller voir leur nouveau site web, où ils ont mis justement en place, quand on regarde des produits, l'offre magasin, l'offre web, etc., ils ont mis en place un certain nombre d'onglets qui permettent de visualiser cette problématique d'assortiment et de magasin. Le troisième point, c'est bien sûr ce que je disais tout à l'heure, c'est garder en mémoire le parcours client. Mais garder la mémoire du parcours client, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est vrai que je prends souvent cet exemple-là. Aujourd'hui, si je vais sur la plupart des sites web, je commence à naviguer, je commence à regarder, je vais utiliser des filtres, des facettes en disant tiens, je veux telle marque, je veux telle tranche de prix, je veux telle taille, telle couleur, etc. Et puis si je reviens 5 minutes après, il me redemande exactement la même chose. Alors que c'est vrai que, je dirais, dans la vraie vie, je suis dans un magasin, si je vais voir un vendeur et que je lui expliquer ma vie, eh bien, si je reviens 5 minutes après, j'ai pas besoin de lui réexpliquer tout ce que j'ai pu lui dire auparavant. Ça, c'est des choses intéressantes qu'il faut absolument gérer, de mettre en mémoire. Un deuxième exemple que je prends souvent, c'est vous allez sur beaucoup de sites web, et puis, je sais pas, je vends des jeans, des shorts, des pantalons, etc. Quand je vais dans le rayon des jeans, on me dit quelle taille. Puis quand je vais dans les shorts, on me dit aussi quelle taille. Puis je change et je me demande toujours la même taille. Alors que c'est un élément qui est commun à différentes familles, pourquoi on me redemande X fois la taille? On pourrait très bien la mémoriser pour pouvoir éviter un clic supplémentaire. On est souvent sur les sites web, les directions marketing et e-commerce sont souvent à la chasse au clic sur leur site. Comment je peux optimiser le taux de clic pour faire en sorte que le client arrive le plus vite possible au panier? Ça, c'est des exemples qui, aujourd'hui, améliorent réellement l'expérience client. Alors la concrétisation en magasin avec le vendeur, que ce soit comme on le présente sur ce slide autour d'une borne ou autour d'une tablette, pose également la question du rôle du collaborateur en magasin. Jean-François, vous voulez ajouter quelque chose? On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Bonjour Monsieur Gomez. C'est quand même quelque chose, alors chacun mettra son nom à la place bien sûr, qu'on aimerait entendre dans certains magasins. Parce qu'on y va souvent, on a nos habitudes, etc. Et pourtant, on n'est pas reconnu. Pour nous dire ça, c'est une personne en face qui va avoir cette émotion, qui va dégager cette émotion de nous reconnaître. Donc, il n'y aura pas de commerce connecté sans une implication extrêmement forte en fait des équipes terrain, des personnels magasins, des vendeurs magasins. Ce sera juste pas possible parce que le magasin est un canal comme un autre, donc on ne peut pas avoir une anomalie, quelque chose de bizarre. Non, il faut que le personnel soit partie prenante. Alors, clairement, il faut lui donner de nouvelles ambitions. Et pour cela, en fait, il faut revenir en fait un petit peu sur le décryptage de la relation commerciale. Dans une relation commerciale, traditionnellement, il y a 3 composantes. Il y a une composante transactionnelle. Je vous donne un produit, vous me donnez des sous. Il y a une composante informationnelle. Ce superbe Windows Phone 8X HTC, il a combien de mémoire? Et puis, il y a une composante émotionnelle. Ah ouais, j'ai des amis qui l'ont acheté, ou j'ai plusieurs clients qui l'ont acheté, il est vraiment pas mal, venez le toucher, c'est sympa. Composante émotionnelle. Transactionnelle, informationnelle, émotionnelle. Eh bien, aujourd'hui, le vendeur, il est souvent obligé de faire un petit peu des 3. C'est juste ridicule, parce que la transactionnelle et l'informationnelle, on sait le faire de manière digitale, on sait le faire de manière homogène, quel que soit le canal, à la maison, sur le web, sur des bornes, en magasin. On a de plus en plus les back-office qui sont prêts à le servir. Le transactionnel, le vendeur, ça l'ennuie. L'informationnel, ça lui fait peur. Ouah, le client, il en sait plus que moi. Donc en fait, il faut que j'arrive à avoir des outils pour les vendeurs et les collaborateurs pour que toute la partie transactionnelle et informationnelle soit supportée par le digital. Dans l'informationnel, c'est pas uniquement l'informationnel produit, c'est également la taille de mon short, dont on parlait tout à l'heure. C'est les informations clients. Et donc à partir de ce moment-là, on va avoir une relation entre un client et un vendeur qui sera purement émotionnelle. Alors le problème se pose, mais comment je vais rémunérer le vendeur? S'il passe son temps à discuter avec les gens, comment je vois l'efficacité Mais pour ça, en fait, encore une fois, la clé, et on tourne autour, c'est que le client soit reconnu. À partir du moment où moi, quand j'arrive dans un magasin,
je vais donner ma carte de feed ou je vais demander à être reconnu. Parce que dessus, j'ai des informations, mon nombre de points, mes habitudes, etc. ou la liste des BD que j'ai déjà acheté. Et que je vais la proposer au vendeur, parce que le vendeur, il me conseille, il me donne une information par rapport aux produits que j'ai présélectionnés sur Internet, etc. Bien à ce moment-là, là, je peux enregistrer la relation dans le magasin. Je peux dire, tiens, ce vendeur, il a une relation avec Jean-François Gomez en surface de vente. Ça s'est traduit par un achat sur Internet, et donc là, je vais pouvoir rémunérer en fait le vendeur. Accessoirement, le vendeur, je vais également pouvoir lui donner les moyens de participer à la relation informationnelle ou en tout cas émotionnelle digitale. Pourquoi ne pourrait pas enregistrer des petits podcasts, des vidéos, etc. pour diffuser dans la zone de chalandise du magasin grâce au digital. Donc on a bien un nouvel enjeu pour le vendeur, c'est de le focaliser la force de vente sur la partie émotionnelle, lui donner l'envie en fait au client de vouloir être reconnu quand il arrive et d'avoir des outils sous forme de compagnon ou autres qui permet d'avoir la composante transactionnelle et informationnelle à la portée de la main des deux acteurs en fait en l'occurrence. Alors c'est pas simple, on est tous d'accord, mais globalement c'est probablement dans ce type de société dans lequel on va aller, où le vendeur sera d'abord un porteur d'émotions, comme on l'avait autrefois dans la petite boutique au coin de la rue, sauf que là la dimension sera digitale. On n'a pas fini effectivement de s'étonner sur les transformations qui arrivent, mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que les applications vont augmenter l'impact du vendeur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller un petit peu au-delà du discours, parce que finalement, l'omnicanal, la cross-canalité, etc., tout le monde en parle, tout le monde explique sa capacité à le mettre en œuvre. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que finalement voir comment est-ce que les applications fonctionnent. Donc je propose qu'on y passe un petit moment. Voilà. Pascal. Donc j'ai voulu faire une introduction en prenant quelques vidéos, publicités qu'on a tous vues sur Internet ou à la télé. Donc Pascal, je vous propose de lancer la vidéo qui va introduire ce que je voudrais parler donc, quand on va parler de cette personnalisation de l'expérience client. Je viens pour une cuisine avec beaucoup d'espace, c'est très important. Bien organisé avec des choses bien placées comme il faut. J'oublie souvent des choses. Le métal c'est très sympa parce que le métal ça se nettoie très facilement. Il faut que ça reste propre tout le temps. Cuisiner et bouger bien et me sentir bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc là on peut imaginer, la question c'est est-ce que vous allez utiliser les informations qu'il a pu vous donner sur un canal, sur un autre canal. On peut très bien imaginer qu'il était devant un vendeur. Tu vois mon fils, ce que j'aimerais c'est quelque chose de lumineux, avec des rangements, des placards, chaque repas serait en quelque sorte une fête. Je voudrais quelque chose de moderne, design, qui soit beau, quelque chose de joyeux, quelque chose qui me corresponde, qui soit dans la vie, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, pareil, est-ce qu'on est capable de personnaliser la remontée produit en fonction de la différence de ces deux clients? Si la vente ta semelle est utilisée par l'intérieur, t'es pronateur. À l'extérieur, t'es supinateur. Et certaines chaussures de jogging ont une structure adaptée à telle ou telle foulée. Mais ça limite les risques d'inflammation des articulations. C'est pour ça que je vous demande si vous êtes pronateur ou supinateur. Si vous ne savez pas, on peut vérifier. Allons-y. Donc là, est-ce que vous aidez aujourd'hui vos clients sur l'ensemble des canaux digitaux à retrouver facilement les produits qui lui correspondent? Celle-là fait toujours rire Pascal, je sais pas pourquoi. Chacun sa chambre, chacun son style. Conforama, bien chez soi, bien moins cher. Celle-là, moi, je l'aime bien, c'est la conclusion. Hein. C'est de dire quoi? C'est de dire qu'on est tous différents, et pourtant, malheureusement, sur les canaux digitaux, on voit tous la même chose. On voit la même remontée de produits, les mêmes animations. Il y a plein d'exemples que j'aurais pu prendre, et c'est vraiment de pouvoir introduire et de dire, voilà, Compario aujourd'hui permet d'assurer une expérience client sur l'ensemble des clients. Donc je voulais juste m'excuser auprès des quelques clients Compario, j'ai détourné leur pub pour pouvoir faire cette introduction. Donc si on revient sur la problématique de la personnalisation, aujourd'hui, la conséquence de tout ça, à partir du moment où on ne met pas en place, je dirais, une véritable
je dirais, une vraie politique cross-canal sur l'ensemble, donc pour le client, et ça a comme conséquence principale un taux de conversion qui est relativement bas. Donc globalement aujourd'hui, la statistique dit que 98% des visiteurs sur les canaux digitaux quittent ce canal sans avoir acheté. Donc si on prend dans l'autre sens, ça veut dire que aujourd'hui, malheureusement, je n'ai que 2% de taux de conversion sur l'ensemble de ces canaux. Et ça veut dire aussi, surtout, que j'ai investi énormément d'argent pour faire venir ces gens sur le canal et que derrière, j'arrive pas à transformer suffisamment. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, pour augmenter la transformation, c'est de mettre en place cette personnalisation et la recommandation produit. Donc le Forrester parle de l'expérience client et donne un chiffre assez intéressant en disant que 77% des clients pensent que la recommandation de produit personnalisée, je parle bien de personnalisation, c'est pas recommander à tout le monde le même produit, sont utiles et que 33% d'entre eux ont acheté suite à une recommandation pertinente. Donc ça, c'est vraiment le point de départ, qui est de dire, si aujourd'hui on veut augmenter à la fois je dirais la rentabilité des sites web, augmenter le chiffre d'affaires d'un site, avant c'était relativement simple, on disait on double son audience et on double son chiffre d'affaires. Malheureusement, l'audience, elle n'est pas infinie, et donc il faut mettre en place aujourd'hui de nouvelles mécaniques. Par rapport à ça, cette nouvelle mécanique, c'est réellement la partie personnalisation qui est aujourd'hui une attente légitime. Moi, c'est vrai que je donne souvent cet exemple quand je vais sur un site web. Ce que j'aime, c'est que le site web m'amène le plus rapidement possible les bons produits. Je ne suis pas obligé d'aller chercher qu'est-ce que je pourrais bien acheter aujourd'hui sur mon site web préféré. Non, c'est mon site web préféré qui doit forcément m'amener les bons produits directement. Et c'est pour ça que je dis souvent que les clients, les sites web aujourd'hui sont amnésiques de cette relation client, parce qu'on connaît plein de choses sur moi. On sait que je suis client, on sait ce que j'ai déjà acheté, on sait ce que j'ai vu, on sait ce que j'ai regardé, et pourtant on ne se sert pas forcément de cette donnée pour pouvoir me présenter les bons produits. Et donc c'est vraiment aujourd'hui le point majeur qui est d'utiliser cette donnée provenant par exemple du CRM pour pouvoir ramener un certain nombre de produits. Là, on voit un exemple, je crois que ce sont des chaussures qui sont affichées. Sur des chaussures, je ne sais pas, pour une femme, elle a un type de chaussure. Est-ce qu'elle veut des talons hauts, quelque chose de plat, etc. En fonction de sa navigation, en fonction du type d'achat qu'elle a l'habitude de réaliser, on est capable de lui ramener le plus rapidement possible le type de chaussure, son style vestimentaire, ses marques préférées, etc. Et donc, c'est vraiment d'utiliser cette partie. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable d'historiser le détail, le détail du parcours client, quel que soit le canal. Parce que j'ai vu des produits sur le web, j'ai vu des produits sur le mobile, j'ai vu des produits sur des bornes tactiles. Eh bien, tout ça doit alimenter le CRM pour derrière être réutilisé. C'est d'être la mémoire de l'internaute pour lui faciliter le réachat ou l'achat qui va nécessiter plusieurs visites. Cette notion de réachat, elle est souvent intéressante. Vous avez, en fonction du type de métier ou du type de produit que vous vendez, vous pouvez avoir par exemple des produits de renouvellement. J'ai l'habitude d'acheter ce type de produit tous les 2 mois, tous les mois, toutes les 6 semaines, etc. On fait souvent des campagnes marketing pour le faire en disant tiens, les gens qui ont l'habitude d'acheter ce produit toutes les 6 semaines, je fais en sorte de faire un trigger marketing pour dire toutes les 6 semaines je lui envoie le bon produit. C'est aussi de le faire de la même façon sur le site web et faire en sorte que quand j'arrive sur la homepage, je retrouve ce type de produit. Donc c'est vraiment de faire du ciblage et d'utiliser la segmentation client pour faire cette personnalisation. La personnalisation aujourd'hui, c'est souvent un terme on en parle beaucoup, il y a beaucoup de solutions pour faire de la personnalisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai voulu décomposer cette personnalisation selon 4 grands axes. Le premier, c'est de dire je dois faire cette personnalisation qui va être basée sur la connaissance client. Cette connaissance client, c'est de mettre en avant les produits, mes marques préférées, mes tranches de prix. Cette connaissance client, ça peut être aussi, quand je dis mettre en avant des marques ou des produits préférés, ça va être aussi peut-être de dire j'évite de mettre en avant des marques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à dire sur Facebook, tiens, j'aime, je n'aime pas, j'aime cette marque, je n'aime pas cette marque, j'aime ce produit, je n'aime pas ce produit. Ça, c'est de la donnée qui peut être aussi récupérée, qui peut être intéressante. À partir du moment où j'ai dit que je n'aimais pas tel type de produit ou que j'aime tel type de produit, je dois forcément l'utiliser
pour faire en sorte de remonter rapidement l'ensemble de ces produits. Le deuxième niveau de personnalisation, c'est ce que j'appelle basé sur la navigation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de sites web aujourd'hui, quand je vais dans un rayon, dans une famille de produits, on me fait une mise en avant. Et on va me dire, tiens, souvent c'est le top vue, le top marge, ou c'est le produit que j'ai envie de vendre, ou c'est les produits que j'ai envie de conseiller à ce client. Mais souvent, cette notion de remontée produit, elle est statique. C'est-à-dire que tout le monde voit ces 3 produits. Mais quand je navigue, si à un moment je donne des facettes, je dis tiens, je voudrais chercher un appareil photo entre 100 et 200 €. Forcément, cette remontée produit, cette mise en avant, elle doit être recalculée en fonction de ce que je suis en train de dire. J'ai dit que je voulais telle tranche de prix, je voulais tel type de couleur, je voulais tel type de marque. Eh ben, on doit absolument recalculer et remonter cette information. Troisième type de personnalisation, c'est ce que je vais appeler la personnalisation qui va être liée sur de la statistique. Donc là, ce sont des algorithmes mathématiques qui vont permettre d'afficher, comme on le voit de plus en plus sur des sites, tiens, ceux qui ont vu ont aussi acheté, ceux qui ont acheté ont aussi regardé, et ainsi de suite. Et donc là, c'est d'utiliser cette notion de mathématiques pour faire de la préconisation et de la recommandation client. Et puis, la quatrième grand axe, c'est de dire, c'est d'utiliser les achats, les actes d'achat que j'ai pu réaliser pour ne pas mettre un produit dans une action si par exemple il est déjà au panier. Ça c'est pareil, c'est des choses qu'on voit souvent sur de la remontée produit dans une famille, la mise en avant de produits, donc le merchandising produit. Mais si derrière je mets le produit et que je reviens dans la famille, je vois toujours le produit que j'ai déjà mis au panier, je le revois quand même dans cette action, dans cette remontée produit. Et donc là, il faut absolument mettre en place l'ensemble de ces mécaniques. Donc voilà, ça c'est les 4 types de personnalisation que propose Compario. Pour l'illustrer, une petite vidéo qui va vous montrer un certain nombre de choses. Il faut baisser le son. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'utilisation de Compario. Compario, j'ai un site web ici. Ce qu'on peut voir, c'est que j'ai une navigation. Cette navigation, elle peut être complètement conditionnée. C'est-à-dire quand je suis un primo-visiteur, je vois mes différentes familles. Je vois ici, par exemple, un slider qui explique qui est Compario. J'ai une remontée produit ou du push produit sur la home page. Je m'identifie, je suis un client connu. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir d'autres animations marketing commercial, mais je peux aussi avoir d'autres façons de naviguer, comme par rapport à l'accès, par exemple, à des soldes privés, avoir accès à des promotions. J'ai une remontée produit qui est totalement différente. On voit bien à travers cet exemple de la home page que chacun voit des choses différentes. Dans Compario, comment ça se passe? Compario vous permet de gérer le catalogue, la navigation et ce qu'on appelle le merchandising, ou la personnalisation de la remontée produit. Si on regarde cette navigation, comment ça se passe? Aujourd'hui, je vais pouvoir m'autoriser le web, je vais pouvoir gérer l'ensemble de ces canaux, je vais gérer l'arborescence de navigation, et j'ai par exemple envie de proposer ici les bons plans clients. Alors je vais peut-être me rapprocher parce que je vois pas très bien de loin. Les bons plans clients, et là le principe c'est quoi? C'est de dire à qui j'ai envie de m'adresser. Est-ce que j'ai envie de m'adresser à un primo-visiteur, à un client gold, à quelqu'un qui est identifié, quelqu'un dont la marque préférée? Donc ça, c'est toutes mes cibles. Deuxième étape, une fois que j'ai sélectionné la cible, je vais déterminer quels sont, les différents produits que j'ai envie d'intégrer à l'intérieur de ce corner. Là, je viens sélectionner le choix de ma famille, je vais venir chercher, par exemple, mes appareils photo compacts, mes aspirateurs et autres. Et puis ensuite, une fois que j'ai sélectionné là où les familles, je vais pouvoir déterminer quels sont les produits que j'ai envie de choisir, le top 10, les produits les plus vus, les produits en plus grosse marge, et ainsi de suite. Donc ça, c'est sélectionner, j'ai envie de personnaliser l'accès à un corner, et puis ici, je peux voir l'ensemble des produits, je vais pouvoir limiter le nombre en disant, tiens, je mets en avant les 10 produits les plus vus, les plus vendus. Dernière étape, c'est de déterminer comment je vais proposer à l'utilisateur de gérer ses facettes, des critères de tri, par marque, par type de produit, etc. Et puis comment j'ai envie de les positionner à l'intérieur de cette famille. Dernière étape, de pouvoir déterminer quelles sont les dates d'accès à cette nouvelle vitrine, en disant tiens, je prépare la vitrine Halloween, je prépare la vitrine de Noël, je prépare la vitrine des soldes, je le prépare un petit peu avant, ce qui va me permettre de le faire. Deuxième étape, ce qu'on voyait, c'est comment je vais personnaliser, par exemple,
l'animation des sliders que j'ai pu voir, hein. Donc de dire, tiens, un primo-visiteur, qu'est-ce que j'ai envie, d'accord? Donc ce qu'on appelle la zone, sur la home page, dans la zone slider. Le quoi, je viens chercher du contenu, ce qu'on voyait tout à l'heure, hein. Je poussais des informations sur Compario, ce que nous proposons, etc. Dernière étape, bien sûr, pouvoir sélectionner différents types de visuels. Et puis ensuite, de pouvoir déterminer la dernière chose, qui est la date, d'accord, d'affichage de cette présentation. Donc là, c'est vraiment le principe même de cette personnalisation, hein, dans Compario, c'est de répondre à 5 questions. On répond toujours aux mêmes 5 questions, à qui je m'adresse. Donc voilà, c'est un primo-visiteur, un client Gold, le client qui aime tel type de marque. Deuxième chose, c'est de répondre le où. Est-ce que je le fais sur le web, sur le mobile? Est-ce que je le fais sur l'ensemble de ces canaux? À quel endroit? Sur la home page, sur la page panier, et ainsi de suite. Troisième question, qu'est-ce que j'ai envie de pousser? Est-ce que j'ai envie de pousser du contenu? Est-ce que j'ai envie de pousser des produits? Et ainsi de suite. Le comment, c'est comment j'ai envie de les présenter sur le canal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir dire, tiens, je vais trier mes produits de façon différente. Si je suis un client qui a l'habitude d'acheter plutôt des produits chers, je vais peut-être lui trier d'une certaine façon. J'ai l'habitude d'acheter des produits de la marque A, je vais lui mettre en avant les produits de la marque A. Dernière étape, pour répondre à la dernière question, de quand à quand je fais cette animation, de quand à quand j'ai envie d'afficher ce visuel. Le deuxième sujet que je voulais aborder, donc une fois qu'on a parlé de cette personnalisation, on voit bien que sur les canaux digitaux, on arrive aujourd'hui à faire des choses qui sont assez pertinentes en termes de personnalisation. Je voudrais parler maintenant de l'animation d'autres types de canaux. J'ai abordé tout à l'heure la problématique de l'email, en disant aujourd'hui il faut assurer la cohérence entre l'email et les canaux digitaux. Là, l'exemple que je veux prendre, c'est, j'ai pris une newsletter que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, où qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a envie de me pousser un produit de façon personnalisée, on a envie de me pousser des produits en relation avec ce premier produit, on a envie de m'envoyer une zone de cadeaux personnalisée, et ainsi de suite. Voilà. Si on regarde aujourd'hui l'ensemble des solutions d'emailing du marché, hein, que ce soit du MailPerf, de Email Vision, du Neolan et autres, le constat c'est que si on veut faire ce genre de choses, comment aujourd'hui vous travaillez? Vous travaillez de cette façon-là. Ce que vous faites, généralement, c'est que vous faites un template, hein, où vous allez dire, tiens, voilà le type d'email que j'ai envie d'envoyer, et puis je cible le segment 1, je fais un deuxième type de campagne sur le segment 2, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est de pousser différents types de contenus sur différents types de populations. Deuxième cas, c'est des solutions qui permettent de faire ce qu'on appelle de la personnalisation dans les emails. Mais ça revient à faire quoi? Ça revient à dire, tiens, je fais un template où je vais dire, tiens, avec la base souvent de JavaScript ou de code, je vais dire, tiens, si c'est un client homme, je vais pousser tel type de contenu, si c'est un client femme, ou etc., qu'elle a tel type de point, je pousse tel type de contenu. Animer une zone, ça commence déjà à être un petit peu complexe. Je prends souvent cet exemple d'un site e-commerce qui est multimarque. Quelqu'un qui vend, voilà, j'étais avec des gens l'autre jour qui vend 153 marques. Alors je dis, si aujourd'hui dans un email, vous vouliez mettre les 3 nouveautés produits de ma marque préférée, qu'est-ce que je ferais? Je serais plutôt un peu dans le cas numéro 1 où je ferais le template pour la marque 1, la marque 2, la marque 3, et puis j'irais forcément faire 153 cibles. Deuxième cas, c'est que je me dis, tiens, ouais, mais ce que j'ai envie de mettre, c'est les 2 marques préférées. Là, on voit bien que ça commence déjà à plus du tout être faisable, et c'est ce qu'on voit sur le slide suivant, c'est que le fait d'avoir le nombre de produits, le nombre de segments, le nombre de personnes, je ne vais pas arriver, d'accord, à gérer l'ensemble de ces combinatoires. Donc ce que propose aujourd'hui Compario, on l'a vu tout à l'heure, le merchandising et l'animation produit et la personnalisation sur l'ensemble des canaux digitaux, c'est d'utiliser le même type de mécanique pour aller alimenter des solutions d'emailing qui vont vous permettre de personnaliser et d'envoyer réellement aujourd'hui ce que je vais appeler des emails produits, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, les emails sont plutôt orientés emails de contenu, d'accord? Et pas forcément de produits. Et là, c'est quoi? C'est imaginer la même mécanique, comme on anime ces canaux digitaux, de dire que l'email n'est qu'un support, comme peut l'être le web,
et d'utiliser les mêmes actions de merchandising pour aller alimenter l'ensemble de vos solutions d'emailing, ce qui permettra ensuite aussi d'assurer cette même cohérence, cette action de merchandising, la façon de remonter mes produits, je vais être capable de l'utiliser dans un email, donc c'est vraiment d'assurer tout ça à travers différents types de solutions. Voilà. Et on a fait récemment un exemple d'intégration avec Emailvision où l'idée était d'arriver à pousser des emails produits. Une petite démonstration par rapport à ça, hein, c'est comment ça fonctionne. Non, il n'y a pas de son sur celle-là. Donc là, c'est d'utiliser, voilà, des zones, hein, un email produit, un email client. C'est un canal comme un autre pour Compario. Ici, je détermine toujours pareil, à qui j'ai envie de m'adresser. Voilà. Donc, quel est le canal? Je veux le faire sur le web, sur ma borne, sur mon mobile, mais je veux aussi le faire dans un email. Quel type de client, quelle segmentation, etc. Le quoi, c'est pareil, je m'appuie sur mon catalogue, je vais aller alimenter la zone qui s'appelle l'email client, l'email produit. Le quoi, je sélectionne parmi l'ensemble de mes produits des caractéristiques. Hein, je vais aller chercher ceux qui ont tel type de caractéristiques, telle marque, et ainsi de suite, ou par rapport bien sûr aux préférences de l'utilisateur. Je sélectionne l'intégralité de tout ça. Dernière étape, déterminer combien de produits j'ai envie de pousser sur cet emplacement. D'accord ? J'ai envie d'en pousser là 3, et ça me permet de prévisualiser ce que j'aurai sur l'ensemble de mes canaux. Comment j'ai envie ensuite de trier, d'accord ? Je trie mes produits par stock, par marge, et je peux prévisualiser en disant, tiens, si je sélectionne tel type de chaussures, voilà les produits similaires, l'upsell, le cross-sell. Comme on le fait sur le web, de pouvoir dire, tiens, cher client, tu viens d'acheter cette paire de chaussures, voilà les produits associés que j'ai envie de te faire. Aujourd'hui, on reçoit souvent des notifications de commande, on m'a juste mis le produit que j'ai acheté. J'aurais pu utiliser tout ça pour faire du cross-sell et de l'upsell à l'intérieur de tout ça. Et tout ça se fait à travers juste un appel de lien d'URL, Compario, où on peut voir avec votre dernier achat quel type de produit je vais pouvoir lui pousser. L'URL comporte deux choses, l'ID client plus le produit ou le dernier produit vu ou le dernier produit acheté. Et là, c'est vraiment d'embarquer cette URL dans des solutions d'emailing pour pouvoir réellement aujourd'hui faire de l'email produit. Donc, ouais. Allez, j'allais sauter dessus. Hop. Oui, donc en fait, la solution Compario est complètement intégrée à la solution Microsoft Dynamics. Alors, Microsoft Dynamics, c'est une offre, une solution CRM de Microsoft, largement distribuée aujourd'hui. Je voudrais attirer votre attention sur un point qui est remarquable. C'est-à-dire que quand on pense CRM, CRM est un acronyme qui est quand même maintenant assez ancien. Et il a été construit à une époque où globalement on avait un fichier client et puis on enrichissait l'information associée au client de toutes les interactions qu'on pouvait avoir avec ce client. Hein, donc c'était une approche très hiérarchique que l'on avait sur le CRM. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans la présentation de Pascal, on parle beaucoup du client. Et effectivement, le client est très important, mais en fait, il est largement aussi important que les canaux de distribution, que les produits, que les promos. On ne peut plus être aujourd'hui sur un modèle avec un centre de gravité trop forte. Il faut pouvoir avoir des vues à 360 degrés de chacun des éléments en fait, de son activité, de ses capabilities, comme disent les Américains. Donc, il y a le client, ok, mais il y a les différents canaux d'accès au client. Il y a les produits, il y a peut-être les magasins éphémères, il y a peut-être, etc., etc., etc. Et donc, en fait, MSCRM repose sur un framework qui s'appelle XRM, et ça permet de mettre en relation, en fait, toutes ces entités qui sont fondamentales dans votre... dans le business et notamment dans la distribution, et de pouvoir comme ça avoir des vues relatives à ces différents centres d'intérêt en fonction du besoin. Canal de distribution, client, liste, etc. Très bien, merci de ces précisions François. Alors Thibaut, je vois vous impatienter depuis le moment où vous n'avez pas pris la parole. Vous avez tout à fait raison. Alors, je voudrais qu'on reste encore dans les choses concrètes, oui, et qu'on illustre cette fois, non pas cette intégration des cadeaux dont on a parlé abondamment, mais quelque chose qui est tout aussi fondamental, qui est la mesure. Donc, revenons peut-être un petit peu avec vous sur cette mesure. Vous avez mis sur pied une méthode, vous pouvez nous en parler ?
Effectivement, depuis tout à l'heure, on parle de collecte de données à travers plusieurs environnements. Nous, chez Mazeberry, en fait, on a appris à travailler justement sur cette donnée. On a tout simplement développé une méthodologie qui s'appelle PACID. Je présenterai après en détail chaque élément, mais en PACID pour présence, attribution, segmentation, interaction et décision. Et effectivement, analyser un parcours complet et collecter tous les parcours des internautes, etc., on arrive à un volume de données extrêmement important, et sans méthodologie, eh bien, il n'y a aucune exploitation de ces données. Juste pour rappel, en fait, Mazeberry, Maze, ça signifie labyrinthe, en fait. Et on se rend compte que, enfin, moi, quand j'ai fondé la société l'année dernière, je voulais absolument utiliser ce mot, Maze, puisque clairement, quand on analyse les parcours des internautes, bon, on se retrouve vite à exploiter plein de chemins différents. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous faites en réalité, vous faites l'analyse d'un nombre absolument gigantesque de parcours clients. Remettons-nous un tout petit peu dans le bain et reprenons peut-être les deux parcours que vous aviez suggérés au début. Effectivement. Alors, en slide suivante, en fait, j'ai repris les deux parcours que j'avais présentés tout à l'heure, où je disais qu'un internaute, ou en l'occurrence 60 internautes, pouvaient découvrir le site via les liens sponsorisés, après avoir effectué une recherche sur Google, par exemple, et cliquer sur un lien sponsorisé. Ensuite, faire une seconde visite via un comparateur, une troisième visite via un comparateur, et après quelques temps de réflexion, faire une quatrième visite via un lien d'affiliation et finaliser l'achat. Un deuxième parcours que j'ai voulu illustrer, c'est une personne qui, enfin en l'occurrence 40, des personnes qui font une première visite sur le site via un lien d'affiliation et une seconde visite, là encore, via l'affiliation. Déjà, ne serait-ce que tirer des conclusions et identifier des données exploitables à travers ces deux leviers, même quand il n'y en a que deux, c'est pas évident. Donc la méthodologie passive, en l'occurrence la présence, va exprimer les éléments suivants. Il y a 60% des internautes qui ont été exposés au moins une fois aux liens sponsorisés, les internautes ayant acheté sur le site. Il y en a 60% qui ont été exposés au moins une fois au comparateur. Ils ont tous été exposés au moins une fois à l'affiliation. Ensuite, on présente également donc, le taux d'exclusivité. Donc là, c'est le pourcentage des ventes où le levier est intervenu seul, donc de manière totalement autonome. En l'occurrence, on a l'affiliation qui est exclusif à 40%, c'est-à-dire que sur l'ensemble des 100 ventes, il y a l'affiliation qui était le seul exposé auquel les 40 internautes ont été exposés. Et du coup, ce qui nous permet également de calculer là encore un ratio d'exclusivité, c'est la capacité du levier à intervenir de manière autonome. On va voir que les deux premiers leviers ne sont pas autonomes, tandis que le dernier, l'affiliation lui-même, est autonome à un ratio de 0,4. Donc déjà, donc la présence c'est un premier élément. Ensuite, on a l'attribution. Donc c'est la capacité de répartir les performances d'une vente sur plusieurs sources de trafic. On peut avoir plusieurs modèles d'attribution. On a souvent tendance à utiliser le modèle présenté au dernier clic. Donc là, on va attribuer les performances à la dernière source de trafic. C'est le modèle qui est tout à droite. Et donc, sur la base de ce modèle qui est le plus simple, on aurait tendance à dire quelles sont les performances des leviers marketing. Bien, l'affiliation a généré 100 ventes sur cette vision au dernier clic. Donc, l'utilisation de modèles d'attribution va permettre de générer des analyses plus détaillées. En l'occurrence, le modèle à répartition constante, qui est tout à gauche, va dire bien les liens sponsorisés, on leur a attribué 15 ventes. Les comparateurs, la méthode lui a attribué 30 ventes et l'affiliation 55 ventes. Donc l'affiliation est plus performante que les autres sur ce modèle. Et on peut imaginer l'utilisation d'autres modèles ou la combinaison de plusieurs modèles en fonction des spécificités de chaque site e-commerce. Donc voilà, l'attribution est un des axes de la méthodologie.
Ensuite, on a la segmentation, où là, on va être capable d'identifier le rôle de chaque levier, quels sont les leviers qui sont plutôt en phase de découverte. Donc là, en l'occurrence, quand on reprend toujours sur le même jeu d'essai, on va voir que les liens sponsorisés, quand ils sont présents à 100% en phase de découverte. Ils permettent de découvrir le site. Jamais en influence ni en phase de finalisation. Les comparateurs, quand ils sont présents uniquement sur la partie influence. Donc ils sont avant le premier, après le premier et avant le dernier clic. Et l'affiliation, quand elle est présente, elle est principalement présente en phase de finalisation, à hauteur de 71%. Donc là, on dégage un deuxième axe sur les comportements des leviers, et en ce sens, je peux déjà me projeter dans les optimisations de mes investissements et marketing. Ensuite, après la segmentation, on a l'interaction. Donc l'interaction, ça permet donc d'identifier les couples, les mix marketing les plus présents, les gagnants. En l'occurrence, on est capable de dire le couple lien sponsorisé plus comparateur a été présent dans 170 ventes. Sur un panel par exemple de 500 conversions, il y a 500 personnes qui ont été exposées à la fois aux liens sponsorisés et aux comparateurs. Donc là, grâce à cette méthodologie sur l'interaction, on est capable d'apporter cet élément. On a également la possibilité donc, de dire voilà, les comparateurs plus les réseaux sociaux apparaissent ensemble dans 130 chemins de conversion, etc. etc. Et également, donc, on peut intégrer d'autres éléments comme le taux de corrélation dans lequel on pourrait être capable de dire les liens sponsorisés interviennent dans 60% des ventes dans lesquelles interviennent l'affiliation. Donc on va voir quelles sont les interactions entre ces différents leviers et comprendre quels sont ceux qui sont complètement autonomes et quels sont ceux qui sont aidés ou accompagnés d'autres leviers. Et l'idée donc de mettre en place une méthodologie comme celle-ci, c'est de vous faire gagner du temps, faire gagner du temps aux e-commerçants et mettre en place des décisions. Avant de créer MySberry, j'étais consultant en Web Analytics et à chaque fois on était face à une situation où on se posait la question, j'ai quelques éléments d'information, par contre je me pose toujours telle ou telle question, j'aurais bien aimé avoir des réponses sur cet élément, etc. Et du coup, finalement, la décision a été tout le temps portée, j'ai envie de dire, au doigt mouillé. En l'occurrence, grâce à cette méthodologie, on est capable de prendre des décisions sur des données mesurées. Grâce, par exemple, à un radar qui synthétise l'ensemble de ces indicateurs, on est capable de voir que l'affiliation est à la fois très performante en conversion, découverte, en exclusivité. Par contre, il est peu rentable et on peut comparer cette rentabilité avec d'autres leviers et du coup, vraiment agir et prendre des décisions voilà, avec plus d'assurance. Merci beaucoup Thibaut. On voit effectivement qu'en descendant de façon plus fine dans la granularité d'analyse sur les leviers, on peut piloter, on peut optimiser ses investissements. Alors Jean-François, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur une autre forme de pilotage, c'est le pilotage de la relation entre la marque, entre l'enseigne ou la marque et le client. Oui, parce qu'on a vu avec Thibaut en fait la partie acquisition, donc comment acquérir de nouveaux clients. Moi, je vais m'attacher sur la partie plutôt des clients qui sont déjà venus. Et aujourd'hui, il y a un enjeu fort pour les marques, c'est d'essayer de travailler au maximum l'engagement du client. Comment arriver à faire en sorte que le client investisse dans la marque, revienne dans la marque. La marque étant un distributeur ou une marque constructeur. Alors là, on est devant en fait un phénomène qui est étonnant. C'est-à-dire que le digital a suivi jusqu'à présent le magasin. Je m'explique. Vous voulez dans un hyper, vous voulez aller au rayon fruits et légumes. Vous allez devant le magasin, vous rentrez dans le magasin, vous allez au rayon fruits et légumes. Et bien dans le digital, c'est pareil. Vous prenez l'application, vous allez sur le site web, vous cherchez dans les menus, hop, vous arrivez au rayon fruits et légumes. Pourtant, au rayon fruits et légumes, vous y allez toutes les semaines, voire peut-être 2-3 fois par semaine. Mais dans le digital,
comme dans le physique, vous êtes obligé de subir la structure de la marque. Subir la structure, c'est traverser tout le magasin pour aller au rayon fruits et légumes. Ça, c'est tout à fait étonnant, en fait. Parce que c'est un peu un... Je ne dirais pas que c'est un tue-l'amour, mais en tous les cas, ça casse en fait cette relation qu'on pourrait avoir une marque. Et on sait que certains vont chez les hard discounters parce que la distance entre le litre de lait et le coffre est plus petite que chez son grand distributeur. Donc aujourd'hui, en termes de digital, il faut casser la chose. Et typiquement, avec Windows 8, Windows Phone, on a changé le modèle applicatif. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui est important dans une application, c'est pas l'application en soi, mais ce sont les objets qu'elle manipule. Donc ça va être des catégories de produits, par exemple, donc des rayons pour un distributeur, fruits et légumes, produits bruns, laitiers, etc. Et donc il faut que le consommateur, dans le monde digital, puisse prendre ce rayon, le sortir de l'application et le mettre en frontal dans son interface. Donc ça, c'est ce que proposé avec Windows 8 et Windows Phone, c'est de pouvoir punaiser en fait des catégories, des objets qui ont été définis par le marketing des marques comme pouvant être extraits pour être vus en frontal. Alors c'est un chamboulement dans l'organisation marketing, parce que depuis des années, on a expliqué aux clients qu'il fallait forcément passer par rapport central et voir le marketing général avant d'accéder à son rayon. Ça, dans le digital, ça n'a pas d'avenir. On ne va pas subir en fait encore les marques longtemps comme ça. Il faut que le consommateur, s'il aime une marque, s'il aime les fruits et légumes, qu'il puisse accéder aux fruits et légumes sans subir en fait toute la marque. Donc ça, c'est un enjeu fort aujourd'hui qu'on doit intégrer dans les technologies qui arrivent avec Windows 8, Windows Phone, et qui vont permettre aux clients, quelque part, de dire à la marque, moi, je choisis de construire mon magasin par rapport à mes centres d'intérêt. Je ne veux plus subir ta structure, je veux moi me l'approprier. Mais pour la marque, c'est un gros signal, parce qu'il n'a plus besoin d'essayer de deviner, tiens, mais le client, qu'est-ce qu'il va voir, dans quelle catégorie, etc. Le client, il dit, moi, ce qui m'intéresse chez toi, c'est ce rayon. Ça veut dire que ça m'intéresse tellement que je l'ai en façade, vous l'avez peut-être vu sur Windows Phone ou Windows 8, on fait du push. C'est-à-dire en permanence, on peut pousser de l'information, parce que le client, il a choisi cette catégorie. Ça change complètement la relation. Et là, on peut commencer à mettre en place une stratégie de VRM, de Vendor Relationship Management, où le client fabrique et se met en face à lui les objets qui l'intéressent dans les marques. Autre point remarquable, c'est vous voulez un conseil sur les tomates dans un hyper. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez la porte de l'hyper, vous rentrez dans l'hyper, vous allez au rayon fruits et légumes et vous posez une question sur la tomate, cœur de bœuf ou autre, est-ce que c'est bon pour les tomates farcies ou pas? Par exemple. Et bien dans le digital, c'est pareil. Dans le digital, vous cherchez l'application du retailer, vous rentrez, vous cherchez le petit bouton search, vous précisez la catégorie tomate, ça c'est plus acceptable. C'est-à-dire que si vous avez une relation forte avec cette marque, vous devez pouvoir accéder aux services proposés par cette marque sans rentrer dans l'application de la marque, sans rentrer dans le magasin. Cette marque, vous la connaissez, vous la fréquentez plusieurs fois par semaine. Et donc en fait, dans Windows 8, Windows Phone, il y a la capacité en fait d'exposer des services, et notamment le service de recherche. Et donc, ce qui fait que quand vous cherchez quelque chose, vous dites, voilà, je cherche des tomates, et vous, seulement après, vous choisissez où est-ce que vous voulez faire cette recherche. Est-ce que vous faites la recherche chez cet hyper, ou chez ce média qui diffuse des recettes de cuisine, etc. Vous choisissez et vous rentrez directement dans le service de recherche. C'est pareil pour le partage, etc., etc. Aujourd'hui, quand on a des habitudes dans une grande marque, dans une marque, on va dire, pourquoi systématiquement aller chercher sur un moteur de recherche générique? Si on a l'habitude de cette marque, on doit pouvoir y accéder directement, avoir ses propres raccourcis grâce au digital. Cette marque, grâce au digital, doit pouvoir nous reconnaître et nous proposer des informations par rapport à l'expérience qu'on a déjà eue avec elle, parce qu'on a déjà engagé cet engagement. Donc là, il y a vraiment une transformation majeure à établir au niveau de l'organisation des entreprises, du marketing, parce qu'on est tous structurés encore pour une approche de mass market. On est là sur un modèle où le client va pouvoir à la fois extraire de la marque ce qui l'intéresse pour pouvoir la voir en direct, en façade, avoir un lien direct, et il doit pouvoir également accéder aux services proposés par les marques sans avoir à subir la structure de la marque, donc en l'occurrence dans le monde digital, les applications. Donc ça, ce sont deux enjeux qui sont très importants dans le cross-canal, puisque naturellement, eh bien, cette composition de la marque et ses services, on doit pouvoir y accéder, qu'on soit en borne magasin, qu'on soit sur son smartphone, qu'on soit sur son grand PC all-in-one. Donc c'est une relation complètement transformée, une relation avec la marque qui correspond à l'ère digitale et non plus à l'ère industrielle. Alors ça, c'est véritablement intéressant, cette différence de paradigme du aller dans versus amener à soi. Ça passe, on l'a vu, par essentiellement le merchandising, la personnalisation. Pascal, j'ai envie d'aboutir
ou d'aller enfin sur ce terrain. Quels sont les moyens finalement techniques et humains qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour réussir cette transition? Ce qui est important, c'est d'avoir une solution qui va permettre, ce que j'appelle moi aux gens du métier, hein, de piloter l'ensemble de cette personnalisation et l'expérience client. Il ne faut pas que ce soit technique. Donc il faut avoir, et c'est ce que je dirais Compario s'efforce de faire tous les jours, c'est de faire en sorte que le métier puisse prendre la main sur l'ensemble de l'action de merchandising et de la personnalisation à travers une solution qui soit conviviale et qui soit, je dirais, simple à intégrer dans les systèmes d'information de nos clients. Par rapport à ça, il y a une autre chose qui est importante quand je dis donner la main aux gens du métier. Il y a une chose que j'ai pas évoquée tout à l'heure et qui me semble être important de le dire à ce moment-là, c'est de dire c'est la capacité dans Compario, vous avez ce qu'on appelle un module analytics. Ça permet de faire quoi? Aujourd'hui, vous avez tous des solutions de web analyse qui vont vous donner un certain nombre d'informations. L'intérêt de Compario, c'est que à chaque fois qu'on va pousser ou personnaliser l'expérience client, on va le mémoriser dans notre propre base. Ça permet, ce que je disais tout à l'heure, de personnaliser sur de la navigation, sur l'expérience. Si aujourd'hui on voulait faire de la personnalisation en tenant compte de la navigation ou, je dirais, des informations collectées par des outils de web analyse, on sait très bien que alimenter le data mart client, ça se fait à J+20 le lendemain et ainsi de suite. Donc là, c'est le premier intérêt, c'est d'avoir cette information en temps réel pour être utilisée dans la personnalisation liée à la navigation. La deuxième chose, c'est de permettre aux gens du métier de comprendre ce qui se passe. Quand on fait la personnalisation, il faut comprendre qu'est-ce qui a été poussé, pourquoi ça a été poussé et qu'est-ce que ça a donné en taux de transformation. Si je prends un exemple simple, si aujourd'hui sur une home page, vous mettez 3 produits, d'accord, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez une solution de web analyse, vous dites tiens, je vais mettre 3 tags sur le produit 1, sur le produit 2, sur le produit 3 pour pouvoir suivre le taux de transformation de la home page jusqu'au panier et de se dire est-ce que j'ai eu raison de pousser ce produit sur ma home page. Quand on commence à parler de personnalisation, il faut bien imaginer que l'emplacement 1, d'accord, ça peut être une multitude de produits. De la même façon, l'emplacement 2. Et donc commencer à se dire, tiens, à travers des solutions de web analyse, comment je vais traiter mon plan de tagage pour savoir comment est-ce que j'ai eu raison de pousser le produit A dans cet emplacement. Eh ben, c'est ce que propose Compario à travers son module Analytics, sans avoir à faire de plan de tagage, je vais vous dire, voilà tous les produits qui ont été poussés, voilà ce que ça a donné en taux de transformation. Et quand on dit être à la main du métier, c'est qu'on a beaucoup de nos clients aujourd'hui qui travaillent un peu ce que je vais appeler en mode labo, c'est-à-dire en mode laboratoire. C'est que je mets aujourd'hui sur la homepage un produit, j'en mets plusieurs, je personnalise. Il faut que je regarde très très rapidement qu'est-ce que ça donne en taux de transformation et d'être capable derrière à travers la console d'administration de pouvoir dire non tiens ce produit-là il se transforme pas assez, il faut que j'en pousse un autre, je change, j'applique les règles, etc. Et donc d'arriver dans cette logique un peu de mode laboratoire où j'ai la capacité à être très très réactif pour adapter l'ensemble de mes règles de merchandising. Alors ça fait partie des choses qui sont fascinantes, on est effectivement et on le montre dans chacune des sessions du Café du e-commerce et celle-là encore aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est qu'on est sur un marché dont les changements, les transformations sont absolument majeures, profondes et extrêmement rapides. Et donc donner au métier, à travers une application, donner au métier la capacité de travailler sur des cycles d'expérimentation courts, c'est évidemment quelque chose de fondamental. Alors, ces cycles d'expérimentation et ces transformations, Jean-François, elles passent aussi par les devices, par les interfaces. Et effectivement, Pascal. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est d'abord arriver à atteindre son consommateur ou son prospect. Donc déjà, il faut arriver à lui fournir une interface adaptée au device qu'il utilise, je dirais au moment ou à la manière dont il consomme l'Internet. Et ça, c'est une vraie difficulté, et j'en ai parlé en amont dans la présentation. Donc aujourd'hui, il y a bien sûr la solution du navigateur, avec tout ce qui est responsive design en HTML5, etc., où on commence à aller, je dirais, assez loin. Sauf que généralement, c'est assez pauvre en fait sur l'utilisation des particularités du device. Alors, pour traiter ce point, chez Microsoft, on a mis au point une technologie que l'on va retrouver sur nos 2 familles de devices, les devices qui sont à une main, donc typiquement smartphone, et les devices à 2 mains, c'est-à-dire qui ont une largeur en termes de définition graphique de plus de 1024 points. L'idée, c'est de dire il faut qu'on ne développe qu'une seule fois l'interface, et que cette interface soit capable de s'adapter aux différents types d'écrans.
Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir d'a priori si l'utilisateur aura un 7 pouces, un 10 pouces, un 40 pouces, s'il sera sur une borne avec un système embarqué ou s'il sera sur une tablette grand public, on ne peut pas. Pourtant, la marque doit pouvoir fournir la meilleure des expériences, quelle que soit cette situation. D'autant plus que le consommateur, de temps en temps, il est avec un clavier souris, de temps en temps, il est en touch. Peut-être, bon, c'est plus rare encore, il va fonctionner par mouvement ou à la voix. Or, aujourd'hui, on ne peut juste pas définir une interface avec des a priori trop forts. Aujourd'hui, investir des dizaines de milliers d'euros sur une interface qui est figée dans un format, c'est un petit peu de la folie. Aujourd'hui, il faut vraiment se mettre en situation d'avoir une interface que le consommateur utilisera dans le métro sur sa tablette et en même temps utilisera dans la maison sur son all-in-one au milieu du salon. Donc ça, c'est important. Alors ça veut dire quoi derrière ça pour les marques? Ça veut dire qu'aujourd'hui, elles sont obligées de se définir une identité non plus visuelle et statique, mais une identité par l'expérience proposée au consommateur, ce qui est totalement différent. Quand on dessine une interface typiquement sur Windows 8, on ne peut pas faire des copies d'écran et les donner en fait au marketing pour les valider. Ça ne marche plus, ça. Aujourd'hui, il faut pouvoir donner différents types de devices. Alors il y a des simulateurs pour voir le comportement globalement de l'application, quelles que soient les situations, en vertical, en horizontal, sur un grand écran, sur un petit. Et c'est par rapport au rendu de l'application qu'on aura une identité de marque. Et grâce à ça, ensuite, on pourra intégrer de manière relativement sereine l'évolution des matériels, l'évolution des comportements des consommateurs, parce qu'il y a des modes, hein, on le sait bien, sans pour autant remettre en cause toute sa stratégie de cross-canal, de reconnaissance client, d'adaptation de la navigation et du catalogue en fonction de la situation. Donc là, il y a tout un nouveau savoir-faire à développer, les technologies arrivent, typiquement Windows 8, Windows Phone, mais également plus globalement, si on veut se contenter du navigateur HTML5, JavaScript, pour définir une identité qui s'adapte au device et qui est reconnu par le consommateur dès qu'il interagit avec vous. Ça, c'est un grand défi. Alors, simulation, évolution, on a vu avec Maceberry tout à l'heure, et Thibaut nous en a parlé, on a vu la capacité de mesurer la pertinence des leviers en acquisition. On a vu avec Pascal Morvan, on a vu la nécessité dans un cycle d'expérimentation court de piloter la façon dont on met en place ces règles de merchandising et voir par exemple comment une règle de merch au moment où on la met en place convertit, quel est l'impact sur les ventes, etc. pour déterminer si on continue dans cette voie ou si on passe à un autre type d'action de merch. Là, ce qu'on voit avec les devices, ça paraît aussi très très intéressant, Thibaut, parce qu'on peut se dire votre méthode d'analyse, finalement, en extrapolant un tout petit peu, elle peut tout à fait permettre d'analyser la pertinence, non pas des leviers d'acquisition, mais la pertinence des devices eux-mêmes. Oui, tout à fait. Effectivement, l'analyse est totalement adaptée à une analyse sur les devices. Dire que l'internaute a découvert le site ou le produit via son smartphone. Il a fait une deuxième et une troisième visite via les comparateurs et l'affiliation, et il a finalisé sa vente après une dernière visite sur son PC en affiliation. C'est tout à fait possible, et la méthode PASTID est adaptée à ce type d'analyse. En ce sens, sans méthode PASTID, on serait confronté à une analyse de scénario très long, très complexe et difficilement exploitable. Alors ça aussi, c'est un domaine qu'on aura probablement l'occasion d'explorer plus avant dans une autre session. Je me souviens qu'on avait invité il n'y a pas si longtemps la société GFK qui nous avait parlé d'un nouveau système qu'elle a baptisé NIS, qui permet de faire de la radiographie de ce qui se passe dans les tuyaux digitaux directement à la source des opérateurs telco. Et alors là, vous avez une précision dans l'analyse qui est absolument phénoménale. Ça va venir. Pour l'instant, il y a quelques problèmes justement sur la gestion de l'identité client, en tout cas sur la France. D'autres pays l'ont adopté. Alors Jean-François, vous avez commencé cette conférence lorsque vous avez pris la parole en nous parlant d'une ère nouvelle. Moi, ce qui me frappe, c'est la multiplicité des variables, la profondeur et la rapidité du changement. Alors comment est-ce qu'on peut, avec succès, assurer la transition ? Donc, déjà, un point qui est fondamental, plus que jamais,
en cette phase de transition, c'est être plus jamais solide sur ses fondamentaux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait de l'e-commerce qu'on est tous les mêmes. Un modèle économique entre un Cdiscount qui va travailler le prix, une Fnac ou un Darty qui va travailler la relation client, ou un vente privée qui va travailler plutôt le côté mise en avant des marques, donc ce qui est carrément un média, n'ont juste rien à voir en termes d'organisation, en termes de stratégie cross-canal évidemment, etc. Donc bien revenir sur ces fondamentaux de marque, qu'est-ce qu'on travaille en fait, quelle est la proposition de valeur. Ensuite, il faut avoir une organisation qui reste bâtie sur des éléments industriels. Parce que quand on construit une entreprise, on va d'abord demander de la prédictabilité. Est-ce qu'on est prévisible ? Et donc, il faut être aujourd'hui plus que jamais, être capable d'être à la fois prévisible, mais en même temps, et ce paramètre augmente de plus en plus, être agile pour s'adapter à l'environnement. Donc là, il y a tout un tas de méthodologies, nombreuses méthodologies, pour pouvoir mettre cela en œuvre. Mais ce qui est très important, c'est que cette agilité ne doit, selon nous, jamais remettre en cause, en fait, cette capacité d'être prédictif. Et enfin, l'innovation. L'innovation n'a de sens que si, effectivement, elle est agile, c'est-à-dire qu'on est capable de la faire évoluer dans le temps, et qu'on est prédictible. Alors, il est clair que plus une entreprise est ancienne, plus le composant prédictif sera important. Mais je pense que ce mix est important et on doit l'avoir en tête, quelle que soit son activité. En fait, et ensuite, les trois derniers points en fait, qui sont vraiment les clés de cette transition vers la société digitale, c'est que plus que jamais, en fait, il faut arriver à maîtriser le ROI pour atteindre son consommateur. Je ne reviendrai pas dessus, j'en ai largement parlé. On est dans une société où les consommateurs demandent de l'engagement ou du respect, par exemple par l'anonymat. Et donc, si votre client il est prêt à investir dans votre marque, il faut lui donner les moyens de s'exprimer. C'est un atout exceptionnel. Et il ne faut surtout pas le maltraiter en essayant de l'épier, alors qu'il ne demande qu'à parler et être reconnu. Et enfin, il faut arriver à capitaliser sur cette relation. C'est-à-dire qu'un client, plutôt qu'essayer de le deviner, il suffit de lui poser des questions. Il ne faut pas hésiter aujourd'hui, s'il est d'accord, lui proposer des services à forte valeur ajoutée pour lui, la localisation, des informations prédictives sur des achats, etc. S'il est d'accord, il sera extrêmement content. Et il vous donnera encore plus d'informations pour que vous soyez encore plus efficace avec lui. Donc c'est vraiment dans un marché gagnant-gagnant. On est loin des modèles, en fait, toute la valeur, où des entreprises se créent et dégagent de la valeur en volant de l'information à la fois aux retailers, à la fois aux clients. On devrait retourner sur une société où le client récupère sa valeur, les retailers, les fournisseurs de contenu récupèrent leur valeur parce qu'ils maîtrisent une relation et ne se font plus en quelque part attraper cette valeur au passage par d'autres acteurs qui sont souvent leurs concurrents. Et donc c'est vraiment ça les trois fondamentaux: atteindre, engager et dégager de la valeur en toute confiance. Alors Jean-François, est-ce que Microsoft sera là pour nous accompagner? Alors nous, par rapport à ce modèle, j'avais pas vu le slide, on est d'abord un industriel du logiciel. Donc c'est de fournir des outils pour les clients, avec les devices notamment, pour les entreprises, pour pouvoir justement rendre cela possible. Notre responsabilité en tant qu'industriel, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre puisse bénéficier de ces transformations de fond dans la société. Donc pas d'a priori sur les écrans, un respect du client, mais en même temps une capacité d'engagement forte. Un travail sur des services, faire en sorte que dans le monde digital, on puisse accéder aux services sans avoir les habitudes du XXe siècle avec les structures. Ça, c'est les grands enjeux aujourd'hui que nous mettons dans nos logiciels, qui vont être, ça va être long à être intégré, mais c'est vraiment notre conviction, c'est de travailler avec vous, avec notre écosystème qui est extrêmement étendu, pour justement participer à cette transformation digitale de la société. Bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. On voit qu'effectivement cette gestion des canaux multiples s'intègre en réalité dans un contexte de transformation profonde où Microsoft, où Maceberry et Compario sont des acteurs clés.